Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie avec un grand entretien que je vous propose aujourd'hui, celui de Frédéric Bardot, président cofondateur de Simplon.co, entreprise sociale et solidaire qui forme gratuitement aux techniques du numérique. On verra comment ces métiers peuvent être un levier d'inclusion sociale et puis il nous détaillera le contenu de son livre blanc sur les métaverses et la réalité étendue. On détaillera les impacts négatifs et positifs avec un objectif définir ce que peut être une expérience immersive responsable. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Savor qui lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire auprès des traiteurs et organisateurs d'événements. On verra comment ils se préparent pour les Jeux Olympiques. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien. Tout de suite. Bonjour Frédéric Bardot, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir pour ce grand entretien. Vous êtes le cofondateur, le président de Simplon.co, aventure qui a commencé il y a un peu plus d'une décennie, 2013. On fait un peu d'historique. Pourquoi vous l'aviez créé ? On était plusieurs à avoir la même idée en même temps. On s'est lancé en même temps que l'école 42 de Xavier Niel, le wagon. Donc il y a eu une génération spontanée de gens qui ont vu ce modèle apparaître aux États-Unis et qui ont choisi de l'importer en France, chacun avec sa touche particulière. Et nous, c'était la touche économie sociale et solidaire et inclusion. Donc on s'est tous lancés en même temps. Ouais. On avait envie de répondre à deux problèmes, le manque de pénurie, le pénurie de main-d'œuvre et le fait qu'il y ait des gens super qui sont à Pôle emploi et qui devraient être sur le monde du travail parce qu'ils ont du talent. Ouais. 11 ans plus tard, vous avez atteint les objectifs initiaux, vous êtes bien au-delà de ce dont vous rêviez. Oui, on a pris une grosse vague. C'est vrai qu'on ne s'était pas imaginé que 10 ans après, on aurait 120 écoles dans 25 pays, qu'on aurait formé 30 000 personnes qui sont à l'emploi pour 80%. Donc c'est vrai que ça a dépassé, notamment l'international, ça a beaucoup dépassé nos espérances. On pensait qu'on resterait franco-français principalement. Alors moi, ça progresse parce que j'avais ce chiffre de plus de 25 000 personnes formées depuis 2013, 40% de femmes, 44% de personnes peu ou pas diplômées. Je reviens au modèle entreprise sociale et solidaire. Pour vous, c'était quoi ? C'était une évidence ? Pourquoi vous avez choisi ce modèle ? C'est drôle parce qu'on voit beaucoup dans l'actualité Sam Altman. C'était un de nos modèles, mais avant qu'il soit chez ChatGPT, il s'occupait d'un incubateur qui s'appelle Y Combinator. Et nous, on voulait être une start-up sociale. C'est-à-dire qu'on voulait appliquer les méthodes des start-up, c'est-à-dire aller vite, grandir vite, mais avec un objectif d'impact. Et donc cette idée de faire des formations gratuites, en fait, c'était exactement ça. On avait envie de proposer ce modèle-là et d'aller chercher des gens qu'on ne trouve pas dans le numérique et de leur donner ces pouvoirs-là. Et vu les tensions sur le marché, donc c'était ça l'idée. Donc on voulait aller vite et fort. Et bien alors, formation gratuite, super. Mais alors, de quoi vous vivez ? Il faut toujours Comment vous payez les salariés de Simplon.co ? C'est souvent ça à mes enfants. Rien n'est gratuit dans la vie sauf Simplon, mais c'est pas vrai. Non, il y a des gens qui payent à la place des apprenants. Et donc, quand on a la chance d'être en France, c'est des gens comme Pôle emploi, maintenant France Travail, ou sinon les OPCO, les régions, l'État, les entreprises aussi, qui payent pour recruter. Elles désespèrent d'avoir ces profils-là, donc en fait, elles mettent la main à la poche aussi. Les gens dans l'écosystème, des Microsoft, des Meta, en fait, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des gens sur le marché pour que leur business tourne, donc eux aussi nous payent. Mais dès qu'on parle qu'en France, là il y a des systèmes différents. Donc en Afrique, c'est la Banque africaine de développement, ça peut être l'Union européenne. Il faut être inventif, quoi. Il faut être agile et créatif, complètement. On est obligé de trouver le modèle économique ad hoc quasiment pour chaque apprenant. Si c'est une entreprise qui paye, est-ce que, je ne sais pas comment dire ça, elle se garde les salariés qui sont formés ou alors c'est simplement une contribution Ça dépend. Il y a un peu les deux. C'est ça. La plupart du temps, c'est plus il y a des gens sur le marché, mieux c'est. Puis en plus, en termes de RSE, diversité, ça coche un peu les cases. Mais parfois, ça alimente leur écosystème. C'est le cas des écoles qu'on a avec Microsoft. Il y a 10 000 partenaires de Microsoft en France qui ont besoin de compétences. Donc là, Microsoft amorce la ponce et propose des gens pour que son écosystème profite et qu'il achète ces technologies. Économie sociale et solidaire, c'est-à-dire vous ne versez pas de dividendes ? C'est ça. On ne peut pas être coté en bourse. On a un écart de salaire entre 1 et 7. À Simplon. Et puis, tout est en gouvernance un peu partagée. Je veux dire, il y a des bénéfices, vous en faites quoi ? Alors des bénéfices, malheureusement, il n'y en a pas, en tout cas pas assez, parce qu'on a beaucoup grandi, donc la croissance nous a beaucoup fait faire de pertes, et puis c'est un modèle qui est un peu rock'n'roll quand même économiquement, donc pour l'instant le cas s'est pas posé, mais s'il y en avait, on pourrait les reverser directement en interne sur la mission sociale, puis on a aussi une fondation à côté, donc le jour où on fera des bénéfices, je pense qu'on pensera d'abord à la fondation. Ok, vous saurez quoi en faire. Vous avez créé des formations spécifiques, reconnues ? Oui, complètement, on est un des organismes de formation qui a le plus de diplômes
diplômes qu'il a créés. Ouais. Donc on en a 3, hein, c'est des bac plus 5, il y a même des bac plus 3-4. Donc le titre de développeur en IA, qui n'existait pas en France, maintenant il existe ce diplôme-là, il est disponible pour tout le monde, c'est nous qui l'avons créé, on en est le certificateur. Pareil pour l'Académie du métavers qu'on avait fait avec Meta, on a un truc qui s'appelle développeur 3D temps réel, donc sur le métavers et les jeux vidéo, des choses comme ça. Et là on vient d'avoir de nouveau une certification sur data engineer. Donc on parle beaucoup d'IA, mais sans data il n'y a pas d'IA, et donc il faut des data engineers, des gens qui manipulent ces données-là. Donc ça c'est des diplômes simplons, on en a un sur l'agilité, sur la blockchain aussi. Ok, on va revenir sur le métavers, les métavers, réalité augmentée, réalité étendue, mais je voudrais reprendre d'abord quelques-unes des priorités de Simplon, les femmes, le handicap, la reconversion. Sur d'abord la féminisation des métiers du numérique. Le constat de départ, c'était quoi ? Il y a plein de jeunes filles qui sont hyper bonnes en maths, qui sont hyper bonnes en sciences, qui vont jusqu'au bac, et puis plus on avance, moins elles sont dans ces métiers, c'est ça le constat de départ ? Oui, c'est vraiment ça. On a un gros problème de féminisation en Europe du Nord plutôt, aux États-Unis aussi. Nous, on est dans d'autres géographies, on est au Maroc, en Inde, et là, il n'y a aucun problème. Un développeur sur 2, c'est une développeuse. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose de culturel, et effectivement, il y a une atrophie, c'est ce que vous avez décrit. Hein. On est le même nombre à l'école primaire, pareil au collège, et à la fin, en école d'ingénieur, il y a 2, 3, 5 personnes. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié à la culture. Hein, c'est de machisme ambiant. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais peut-être que votre fille, vous ne la destinez pas à être ingénieur informaticien. Peut-être que vous n'allez pas la pousser à faire ça. Donc il y a un truc culturel. Alors que vous allez en Inde ou au Maroc, le rêve de n'importe quel père de famille, c'est que sa fille elle travaille chez Accenture ou Capgemini. Alors sauf que quand on crée une entreprise comme la vôtre, c'est compliqué de changer les mentalités d'une société. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? On travaille avec l'éducation nationale, bien sûr, on travaille avec les branches professionnelles, on fait de l'orientation dans les collèges. Donc, on essaie d'agir sur toute la chaîne, mais nous-mêmes, déjà, on va chercher les femmes au lieu d'attendre qu'elles viennent. En fait, si vous attendez, vous avez 15%, comme tout le monde. Donc, pour avoir 40%, il faut aller les chercher, il faut aller au-devant. Comment vous faites ? On va dans les collèges, on va dans les lycées, on passe par des réseaux féminins, il y a des associations spécialisées. Et puis en fait, c'est du bouche à oreille beaucoup. C'est-à-dire qu'on a fait aussi des formations qui sont réservées aux femmes. Donc au début, ça faisait un peu polémique, ça faisait un peu non mixte, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et en fait, c'est un espace de parole où elles sont entre elles. Donc ça dure quelques semaines, on appelle ça des sas aqueuses, et après elles arrivent en environnement mixte et là ça marche super bien. Comment je peux dire ça ? Pourquoi elles hésitaient ? Tiens, quand vous arrivez, que finalement vous présentez les métiers du numérique, toutes ces perspectives sont quand même des perspectives assez exaltantes. Qu'est-ce qui faisait, au-delà du peut-être j'allais dire machisme ambiant, j'en sais rien, mais en tout cas de ce poids culturel, qu'est-ce qui les faisait hésiter ? Il y a déjà l'invisibilisation des femmes dans le numérique. Hein. On parle que. Il n'y a pas de rôle modèle, quoi. Il y en a, mais ils ont été invisibilisés. La première codeuse de l'histoire, elle s'appelle Ada Lovelace, et c'était une femme. Voilà. Et il y en a eu plein. Le Fortran, le COBOL. Il y a eu les filles qui travaillaient pour la NASA. Donc, elles n'ont pas de rôle modèle, ou alors c'est des rôles modèles inatteignables. Et puis surtout, effectivement, elles se sentent pas légitimes. Elles se disent en fait c'est pas pour moi, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, c'est peut-être parce qu'on n'est pas faites pour ça, peut-être qu'elles ont croisé un prof ou un conseiller à Pôle emploi qui leur a dit ouais tu sais l'informatique c'est pas forcément un truc de filles. Elles ont plein d'histoires différentes, mais c'est vrai qu'elles... Et il y a aussi un discours du numérique qui est trop technique. C'est-à-dire quand on met une annonce de venez vous former, apprenez Python, les filles, ça les fait pas triper. Voilà. C'est qui ce bonhomme ? Mais ouais. Et si on leur dit, non, venez apprendre le numérique et créer des applications qui vont changer le monde, et là, mathématiquement, on a plus de filles. Donc, on a été obligé aussi de changer de discours. Et c'est souvent ça qui fait bien la différence. Autre priorité, le handicap. D'abord, peut-être une question très générale. Comment le numérique peut ou est un levier d'inclusion aujourd'hui ? Il est à la fois un levier d'exclusion, je pense qu'on va en reparler, mais donc il met à distance des gens et en même temps c'est un des pouvoirs magiques assez incroyable parce que dès que vous vous débrouillez un petit peu en numérique, il y a une telle pénurie de compétences qu'on ne vous demande pas forcément quels sont les diplômes que vous avez faits, mais si vous savez faire des choses, vous êtes le bienvenu. Donc il y a un pouvoir comme ça d'empowerment, d'encapacitation qui est assez fort. Et après sur le handicap, s'il n'y avait pas le numérique, vous pouvez demander à n'importe quelle personne en situation de handicap, elle serait encore plus exclue. C'est un moyen de sortir en partie de son isolement. D'accéder à la formation, d'accéder à la connaissance. Sans le numérique, il y aurait plein de choses qui se feraient. Là, on a vécu le travail à la maison, le télétravail. Là encore, s'il n'y avait pas de numérique, il n'y aurait rien du tout. Bien sûr, d'où l'importance de la lutte contre l'électronisme. On y reviendra à la fin de cet entretien, parce que je voudrais quand même qu'on consacre pas mal de temps à ce livre blanc pour des technologies, usages et expériences immersives plus responsables. D'abord, pourquoi cette démarche ? Ça vous a semblé le bon
bon moment pour le faire? C'était le contrepoint d'une autre initiative qu'on avait lancée, qui est donc l'Académie du métavers avec Meta, où on a formé des femmes, des hommes au métier du métavers. Développeurs de métavers, gestionnaires de casques, etc. On s'est dit, ça c'est super, hein, ça crée de l'emploi, c'est très positif, mais il y a aussi des côtés négatifs dans le métavers. Dans le numérique, il a deux faces. Hein. Toujours. Stigler disait le pharmacone, le remède et le poison. Et le côté poison, on avait envie de le traiter. C'est-à-dire qu'on avait envie de dire que le métavers c'était bien, mais on avait aussi pas envie de se cacher derrière son petit doigt et de se dire oui, il y a un impact écologique, oui, il y a des problèmes d'accessibilité, il y a peut-être des problèmes d'exclusion, il y a des problèmes juridiques aussi, de sécurité. Bien sûr. Et donc on avait envie de creuser ça et on avait envie de le faire à plusieurs. Mais alors, moi quand j'ai commencé à bosser sur l'interview, je me suis dit le métavers, plus personne n'en parle. Enfin, c'est marrant comme ça va vite, le numérique. Il y a un an, on parlait que de ça, et aujourd'hui tout le monde se dit de toute façon Meta s'est planté, donc c'est mort, ça n'existera pas. Ah non, dans les deux cas, on était dans la caricature. Ah oui, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que c'est un clou chasse l'autre. Mais vous savez, en IA, on dit qu'il y a des hivers et des étés. Vous savez, il y a eu des moments où la mode était à l'IA. Il y a eu des moments pendant 10-20 ans, où on disait l'IA, ça marchera jamais, c'est nul. Vous voyez que ça a rebondi assez facilement. Et puis quand on voit des acteurs comme Apple et comme d'autres qui mettent le pied qui vont lancer le 2 février un Vision Pro, on se dit qu'il y a beaucoup d'avenir. Donc le métavers tel que Meta l'avait proposé au public, il y a eu un problème d'adoption. Les gens ne se sont pas projetés là-dedans. Personne n'a assez de casques chez lui pour pouvoir participer à une expérience. Par contre, c'est là pour durer sous d'autres modalités. Vous en avez parlé, la réalité augmentée, la réalité mixte, il y a plein de choses à venir, des lunettes. Alors, je voudrais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a le positif et le négatif à chaque fois. Si on prend on peut dire quoi? Que les dérives de la vraie vie, elles se retrouvent dans le métavers ou dans les métavers, c'est-à-dire quand il y a du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, elles vont s'exprimer de la même façon? Oui, complètement. Ou peut-être encore plus parfois? Pas forcément plus, non, mais on a un effet un peu comme les réseaux sociaux, c'est un reflet de l'humanité, comme les datas de l'IA. On dit que l'IA est biaisée, mais c'est nous qui sommes biaisés, c'est pas les IA. Donc là, il y a ça, mais dans le métavers, on a trouvé que c'était les avatars, par exemple, ça permet d'effacer aussi la personnalité qu'on est, d'être moins discriminant, d'avoir une autre petite personnalité. Si vous êtes en situation de handicap, vous n'êtes pas obligé d'être en situation de handicap dans le métavers. Donc l'avatarisation, le fait de ne pas forcément être soi-même, ça peut permettre aussi d'être un peu plus inclusif. Donc il y a vraiment les deux, quoi. Il y a des dérives comme dans les jeux vidéo, où il y a du harcèlement, il y a eu des cas de viol, entre guillemets. Oui, alors ça peut sembler très étonnant, ça, des cas de violence sexuelle ou de viol, alors qu'évidemment on est dans un monde virtuel. Sauf que l'impact psychologique, il est réel. On le sait, que les mots tuent. Bien sûr. Et là, c'est vrai aussi. Il y a des cas de harcèlement qui sont connus de longue date dans le monde du jeu vidéo. Donc il s'est retrouvé effectivement dans le métavers. Mais là, les acteurs ont tout de suite pris des mesures technologiques pour pouvoir mettre les gens à distance, avoir une bulle de sécurité. Orange, ils ont monté des safe space, donc des endroits où on peut se réfugier quand on est victime et parler à quelqu'un. Donc l'écosystème s'organise aussi. Alors ça dépend de l'écosystème ou ça dépend de la puissance publique? C'est-à-dire que c'est pas un monde... c'est pas un Far West. C'est pas un Far West, c'est pas un monde sans loi. Est-ce que les lois de la vraie vie, là où je touche les objets et les gens, s'appliquent dans le métavers? Oui, ça commence à s'appliquer. Donc il y a le droit des contrats. Quand vous signez les conditions générales d'utilisation, c'est la plateforme qui est responsable. Et après, il y a le RGPD, s'applique dans le métavers. Il y a un certain nombre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas pénal de meurtre virtuel ou de viol virtuel, mais une grosse partie de la loi s'applique. Si on parle de santé publique, santé physique, santé mentale, je vais commencer par le positif. Il y a beaucoup d'impacts positifs de la réalité étendue, je sais pas, je vais penser à des opérations chirurgicales faites à distance, ce qu'on appelle le jumeau numérique, qui est hyper utilisé de plus en plus par les médecins, les chirurgiens. Ça, on n'en est qu'au début, d'une certaine façon. Ouais, puis il y a un autre pan, effectivement, qui est moins connu, mais qui est tout aussi puissant, c'est le fait de traiter des syndromes post-traumatiques ou des phobies, des peurs, même des cas de schizophrénie. Donc là, le côté immersif, en fait, du métavers et de la réalité virtuelle fait qu'on peut traiter des choses comme ça, des psychoses. Donc ça, il y a pas mal de choses aussi dans ce domaine-là. Avec un casque de réalité virtuelle, on va faire vivre à une personne qui souffre de ces pathologies des situations qui ou la mettront moins en danger que si on lui faisait revivre dans la vraie vie. C'est ce que je comprends. La thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire que si vous avez peur des araignées, on va vous montrer des araignées au fur et à mesure. Pareil pour le vertige et pour les syndromes post-traumatiques. Et ça marche très bien, ça. Ça, c'est vraiment très documenté scientifiquement, effectivement. Et donc, on peut même imaginer des soins à distance, je l'ai
dit des rééducations, c'est ça, avec des casques XR, quoi. Oui, et puis après, c'est vraiment le cas d'usage principal, c'est la formation. C'est-à-dire que pour entraîner des chirurgiens, ils vont mieux s'entraîner sur des... Et ça, c'est génial. Tous les métiers dangereux, les choses comme ça. Après, si je vais dans la colonne moins, il y a quand même le risque de sédentarisation de la société. Tout à fait. C'est un risque qui existe déjà aujourd'hui. Oui, complètement. Vous vous souvenez du film Wall-E que vous avez certainement vu. C'est un petit robot là, qui est la vigie de la planète, qui a été plus ou quasiment vitrifié, on va dire ça, et puis qui espère qu'une plante va se remettre à pousser. L'humanité, elle est dans des vaisseaux spatiaux, et alors, ils sont tous obèses, dans des fauteuils roulants, avec un casque de réalité virtuelle et un soda à la main. Oui, puis Est-ce que ce risque, vous le pensez totalement... voilà, c'est la création d'un scénariste, ou alors que c'est une vraie... Non, il y a une tendance, mais on a reproché ça aussi à la télévision. Bien sûr. Donc toutes les choses comme ça. Mais la télévision, ça met aussi des gens en mouvement. On peut faire aussi de la réalité virtuelle avec du sport. Donc effectivement, il y a un risque, mais après, il n'est pas spécifique au métavers. Et il n'y a pas de raison que... Enfin, le télétravail aussi, c'est quelque chose qui a reproché aussi la partie sédentarisation. Donc oui, il y a un risque, mais là encore, c'est qu'est-ce qu'on va pousser comme usage, c'est qu'est-ce qu'on va en faire en fait, ce truc-là. Si c'est effectivement coach potato et puis on est sous perfusion et tout ça va pas le faire. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint aussi le bilan carbone de ces outils de réalité étendue ou de réalité augmentée. C'est-à-dire que l'argument positif, c'est de dire on va moins prendre l'avion ou on va moins bouger pour aller voir une expo, un concert, aller au stade, etc. Super, effectivement. Difficile à calculer, hein. C'est vrai qu'il y a un peu des querelles d'experts sur quels sont les coûts vraiment évités. Comment est-ce qu'on compte le carbone d'un côté ou de l'autre? Est-ce que quelqu'un qui est branché sur une électricité nucléaire décarbonée comme nous, il faut le compter pareil que quelqu'un qui est en Allemagne avec du charbon? Non. Voilà, non. Clairement non. Et un événement, qu'est-ce qu'on compte dans tout l'événement? Est-ce qu'on compte les casques, la fabrication des casques? On n'avait pas encore de données sur combien ça coûte en carbone, en énergie, de faire un casque. Maintenant, il y a des analyses de cycle de vie. J'ai vu que dans l'émission précédente, vous parliez du cycle de vie. Donc voilà, on manquait de données, puis on n'a pas tous le même référentiel. Puis il y a cette question de l'effet rebond. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on va gagner à ne pas faire des événements physiques parce qu'on sera dans le métavers, est-ce que ça va vraiment empêcher d'autres événements de se produire? Oui. C'est le problème de l'effet rebond. Parce qu'on aura sans doute toujours envie d'aller assister physiquement à de vrais événements. En fait, ça ne se substitue pas. Ouais. Ce bilan carbone de cette réalité étendue, réalité augmentée, vous dites qu'il a été compliqué. On commence à pouvoir vraiment le faire? Non, on est au tout début. Il y a des projets de recherche qui sont dans le livre blanc, il y a des analyses de cycle de vie, il y a des gens qui font des expérimentations événements virtuels face à événements réels. Donc là, on en est au début. Mais il faut qu'on ait les mêmes critères. Il y a une norme ISO pour calculer tout ça. Il faut que tout le monde ait la même règle. Sinon, en fait, ça joue pas. Mais l'objet... Alors, je vais taper volontairement et d'une façon un peu simplificatrice sur Mark Zuckerberg, mais l'objectif de Mark Zuckerberg, quand il bascule, quand il crée Meta, c'est de nous faire acheter de nouveaux objets. Oui. Il va falloir produire, donc ça pose une vraie question. Ah oui, mais pareil pour le Vision Pro d'Apple. J'ai cité celui-là, j'aurais pu en citer d'autres. Mais derrière, il y a une vision... Mais est-ce que c'est logique? Quand on est dans une période où on se dit au contraire, les ressources de la planète sont limitées, et essayons de moins consommer et de créer de nouveaux Ça a fait beaucoup de débats dans les rédacteurs du livre blanc, mais en fait, il y a une vision derrière. C'est pas juste pour nous faire acheter des casques. Par exemple, chez Apple, on dit souvent, mais en fait, il restera plus que le casque, il y aura plus de clavier. Et ce sera ça notre interface. Donc c'est censé se substituer. À mon avis, ça va s'ajouter. Jusqu'à présent, on a toujours ajouté les devices les uns aux autres. Mais après, le principal coût carbone du numérique, c'est le matériel, c'est l'équipement. Et en fait, c'est pas forcément les casques de la réalité virtuelle. C'est-à-dire s'il y en a beaucoup, si on est 1 milliard à être dans la réalité virtuelle, il va y avoir un problème. Mais alors, ça veut dire qu'on ne va pas faire les trucs de santé, de formation, tout ce dont on a parlé C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que finalement, cette technologie qui est déjà géniale, il ne faut pas la prioriser? Vous posez la question, les gens qui proposent ça parlent de discernement, de dire on va pousser les usages positifs et freiner, taxer les usages négatifs. Donc si c'est pour s'envoyer des photos de chats dans le métavers, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour aller effectivement sauver des gens ou faire de la formation, ça a plus de sens. 4 minutes, je garde du temps, j'oublie pas sur l'électronisme, mais je voudrais quand même vous poser une question sur l'IA générative, notamment, parce que alors là, vous disiez, il y a des hivers et des étés, on est en plein été. C'est la canicule. C'est ça, c'est la canicule. Là aussi, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait.
C'est-à-dire que quand vous entendez des gens qui crient haro, attention, danger, l'humanité va courir à sa perte, c'est totalement caricatural pour vous? Ah oui, complètement. Ça, c'est vraiment du marketing. On est très très loin. C'est comme la surpopulation sur Mars. Voilà, c'est un problème qui n'arrivera que dans un temps assez... Malgré l'accélération, quand on voit à quel point les nouvelles générations sont plus performantes que les précédentes. Oui, parce qu'on est sur des choses qui prédisent le mot d'après, on est sur des trucs qui ne résonnent pas. Donc vraiment, on a un effet magique, mais qui ne correspond pas du tout. Enfin, c'est vraiment avoir une piètre idée de l'intelligence humaine de dire qu'ils vont nous dépasser. Et là aussi, on peut faire des choses avec le handicap et l'IA générative. On peut faire des trucs géniaux dans l'éducation, dans la formation. Tous les gens qui sont illettrés ou qui parlent pas notre langue, ils peuvent interagir avec un chatbot. Vous imaginez servicepublic.fr en mode chat GPT pour accéder à vos droits et tout. C'est un rêve. Il y a des trucs vraiment géniaux à faire. Et là encore, qu'on me dise pas que chat GPT pollue, parce que c'est l'épaisseur du trait par rapport à Netflix ou par rapport à autre chose. Alors ça nous ramène à cet enjeu de lutte contre l'électronisme. Un peu plus de 15% des personnes de 15 ans et plus en situation d'électronisme en France. Ce chiffre qui est donné par l'INSEE, il date de 2021. Est-ce que ça a sans doute pas beaucoup changé? Non, il y a eu d'autres études qui montraient que 30%, voire 35% des Français avaient une difficulté avec le numérique de base. Donc c'est énorme, c'est pas l'épaisseur du trait, c'est des millions de personnes. Est-ce que, alors je vais peut-être être totalement caricatural, est-ce que c'est plutôt des ruraux? Est-ce que, comment on peut définir ce qu'est l'électronisme aujourd'hui? Il y a une surpondération des gens de plus de 70 ans et de gens qui sont effectivement peu qualifiés ou peu diplômés et assez pauvres. Ça, c'est sûr. Mais il y a un illettrisme qui est spécifique aux jeunes, par exemple, ou à certaines professions col bleu ou d'ouvriers ou de choses comme ça. Donc en fait, c'est pas, il n'y a pas que des chômeurs ou des personnes de plus de 70 ans. Comment vous, chez Simplon, vous luttez contre cet illettrisme, illectronisme? Déjà, on l'a pris en pleine figure parce qu'en fait, on s'adresse à des gens qui sont exclus et souvent, la première marche, ils n'arrivaient pas à la franchir chez Simplon parce qu'ils n'avaient pas les bases. Donc on a créé des formations. Ces formations, on les a fait reconnaître par France Compétences, qui est l'instance suprême des diplômes. On a fait un diplôme de compétences informatiques fondamentales. Donc ça, c'est les bases de la base pour la lutte contre l'illettrisme. Et maintenant, on intègre ça aussi chez des salariés. On a formé des gens de Suez, de Schneider Electric, parce qu'ils n'arrivaient pas à déposer leur congé, parce qu'il fallait passer par l'intranet. Vous imaginez ? Cette exclusion, on ne l'attend pas ici. Non. Et là, ce n'est pas des gens de 70 ans ou des illettrés. C'est des salariés dans une usine. Qui vivaient qui n'en parlaient à personne, évidemment. Qui n'avaient pas d'email et tout ça. Et le jour où la DRH a dit maintenant, votre congé, vous passez par l'intranet, et là, 20% des gens qui disent moi, je ne sais pas faire. Est-ce qu'il y a, vous avez un tout petit peu répondu, mais il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, il y a des aides. Comment vous êtes-vous accompagné dans ce combat, d'une certaine façon? Oui, c'est une des priorités de la politique publique. L'inclusion numérique, c'est assez standard et c'est continu depuis tous les secrétaires d'État et le prochain ou le nouveau ou le même. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une vraie politique publique. Il y a une problématique d'accessibilité numérique aussi pour les services administratifs. Donc là aussi, pour que les gens, ce ne soit pas une rupture d'égalité. Mais donc oui, il y a une politique publique. Les entreprises s'en mêlent aussi. Il y a des fonds de la formation professionnelle qui sont dédiés à ça pour que les gens raccrochent. Donc Et puis il y a aussi des fondations. Tout le monde s'y met, mais des millions de personnes. Oui, il y a encore du travail. Merci beaucoup, Frédéric Bardot, votre livre blanc pour les technologies, usages et expériences immersives plus responsables, qui est publié par Simplon, d'ailleurs. Et 30 partenaires. Et 30 partenaires qui ont contribué au livre blanc. Merci encore. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire au programme. Smart Ideas avec Louis Delabarthe, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, cofondateur, président de Saver, fondé en 2019. Pourquoi, c'est quoi l'idée de départ? L'idée de départ est assez simple, c'est d'aider les acteurs de l'événementiel à lutter contre le gaspillage alimentaire en facilitant le don de leurs excédents à des associations caritatives. 2019, c'était une préoccupation? Pas du tout, ça commençait? Je pense qu'on était un petit peu en avance. Quelques chiffres, on a à peu près 2,7 milliards de repas qui sont jetés à la poubelle chaque année par les acteurs de la restauration et de la restauration événementielle. Et paradoxalement, à ce premier constat, vous en avez un deuxième qui est presque encore pire, c'est qu'il y a un Français sur 5 qui est en insécurité alimentaire. Donc c'est des gens qui ont besoin de la banque alimentaire pour se nourrir. Et donc l'idée de Saver, c'est de réconcilier en fait ces espèces de paradoxes fous.
en facilitant le don alimentaire. Donc mettre en contact les uns et les autres, c'est ça. Comment ça marche? C'est quoi? C'est une plateforme? C'est quoi? Oui, très concrètement, c'est une plateforme sur laquelle l'organisateur de l'événement va faire une demande de collecte. Il va dire voilà, j'ai besoin d'une collecte tel jour, à telle heure, à tel endroit. Il valide sa collecte. Nous, on vient le soir de l'événement. C'est souvent des collectes qui ont lieu un petit peu tard dans la nuit, à la fin des événements. On vient en camion frigorifique, on récupère les produits et en fonction de là où on se trouve, du volume de nourriture qu'on récupère, on a un algorithme qui va allouer le don à telle ou telle association du quartier, dont on est sûr d'abord qu'elle est ouverte et ensuite qu'elle a des besoins. On veut être sûr que ce qui sera donné à l'association sera effectivement consommé dans les 24 heures de DLC, de date limite de consommation, parce que vous imaginez bien qu'il y a un souci, il y a un sujet sanitaire très important. Et donc voilà, il faut que ces produits soient consommés rapidement. Donc le défi, c'est de trouver la bonne association à chaque fois, en quelque sorte. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et vous l'avez évoqué là, mais la question sanitaire, donc la question de responsabilité, qui l'endosse d'une certaine façon? C'est l'organisateur de l'événement qui reste responsable de ces produits? C'est vous qui en prenez la charge? Comment ça se passe? C'est une très bonne question et ça a souvent été un frein d'ailleurs au don alimentaire, cette espèce de flou artistique sur la responsabilité, la chaîne de responsabilité. Donc on s'est renseigné, on a cherché dans la loi et en fait ce que dit la loi est assez simple, c'est que chacune des parties est responsable des étapes qui sont placées sous son contrôle. C'est-à-dire que la responsabilité du traiteur, c'est de donner des produits qui soient sains et qui aient été conservés dans des bonnes conditions de température. Mais une fois qu'il nous donne le produit, c'est Savor qui devient responsable pendant le transport. Et puis il y a un deuxième transfert de responsabilité qui se fait entre nous et l'association au moment où l'association accepte, elle opère un contrôle, elle dit ok, j'accepte les produits dans mes frigos. Et à ce moment-là, voilà, le transfert est effectué. Est-ce qu'en 5 ans, la prise de conscience, vous l'avez vu quand même grandir dans le secteur? Oui, on l'a vu grandir. Paradoxalement, le Covid a été un moment d'arrêt. On a eu 2 ans complètement à l'arrêt pour Savor et toute la filière événementielle. Mais je pense qu'en fait, ça a presque eu un effet catalyseur dans cette prise de conscience sociale et écologique parce qu'on a vu les files d'attente de la banque alimentaire s'agrandir au fur et à mesure des mois de confinement, etc. Donc, une fois que la reprise était effective, ça a mis un coup de booster, je pense, sur ces questions-là. On est à moins de 200 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Vous serez dans le dispositif? On sera dans le dispositif. La France, pays de la gastronomie, donc je pense qu'elle sera vraiment mise en valeur pendant ces 2 quinzaines olympiques. On annonce à peu près 13 millions de repas qui seront servis sur ces 2 quinzaines. Avec combien de gâchis potentiels? Alors, l'objectif du COJO, c'est évidemment le moins possible, 100% anti-gaspi. Savor est spécialisé, donc comme je vous le disais, sur l'événementiel. Et donc nous, on va très probablement intervenir sur ce qu'on appelle les hospitalités. Donc c'est tout l'alimentaire qui sera disponible sur les lieux d'épreuve, dans les stades, les arénas, etc., dans les loges, dans les présidentielles. Et donc on va essayer au maximum de redistribuer ces produits. Avec le même principe, c'est-à-dire trouver à chaque fois les associations. Donc ça veut dire que c'est plutôt, même si les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris n'ont pas lieu seulement à Paris, ce seront surtout des associations de l'Île-de-France qui pourront en bénéficier. On opère partout en France. Il se trouve que la question des sans-abri pendant la période des Jeux Olympiques est en train d'être soulevée. Beaucoup dénoncent le fait que ces personnes-là soient écartées en fait, du centre-ville. Donc, le cas échéant, nous, évidemment, on élargira notre réseau et on ira desservir des associations qui ne sont pas uniquement dans le centre de Paris. Alors, on ira un petit peu partout en Ile-de-France et puis un petit peu partout en France en fonction des... Pour vos clients, je sors des JO, mais c'est aussi un moyen de communiquer, évidemment, sur leur engagement, leur marque employeur. Oui, tout à fait, parce qu'on est dans un monde de communication. C'est bien de faire une bonne action, de lutter contre le gaspillage et d'avoir un impact social, mais c'est aussi bien de pouvoir le valoriser. C'est essentiel aujourd'hui pour les entreprises de communiquer là-dessus, parce qu'on sait que l'événementiel, par définition, produit beaucoup de déchets en un temps très limité. Et donc, il faut essayer de trouver des éléments pour compenser en fait, l'impact carbone que peut avoir un événement. Et donc, Savor fait partie de ces possibilités de compensation. Merci beaucoup, Louis Delabarde. Bon vent à Savor. Merci. Voilà, fin de cette émission. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal, la nouvelle programmatrice et productrice de ce Smart Impact. Bienvenue. Et merci également à Alice Pitavi à la réalisation et Thibaut Goury-Lafont au son. Salut.